Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu au sommaire. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de la fonction RH. Qu'en pensent les salariés et les dirigeants? Mais il y a un baromètre justement Opinionway avec Équilibre. Et on en parlera avec Jean-Christophe Villette, justement directeur associé d'Équilibre Conseil. Smart Philo avec Thibaut Brière, il est philosophe spécialiste de l'entreprise. Et on va parler avec lui de l'humanisme. Alors de l'humanisme en entreprise, est-ce que c'est un gros mot ce mot humanisme? On en parlera avec lui dans quelques instants. Le cercle RH, on parlera inclusion, handicap, comment donner toute leur place à ces personnes en situation de handicap, celles qui veulent entrer, celles qui sont déjà dans l'entreprise, quels sont les freins, on en parlera avec nos invités, des spécialistes et des chefs d'entreprise sur ce plateau. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, apprentissage, développer les filières en tension. On fera le point avec Bernard de Sagazan, il est fondateur d'Eureka Éducation, qui est un centre de formation justement sur ces métiers en tension. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job et on va s'intéresser aujourd'hui à la fonction RH. On va bien sûr la définir, mais qu'est-ce qu'en pensent les salariés de cette fonction RH, des services RH pour le dire simplement, côté salarié mais aussi côté chef d'entreprise. Comment ils regardent ce service? On en parle avec Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un habitué du plateau, directeur associé d'Équilibre Conseil. Exactement. Et avec SubDRH et Opinionway, qui est l'institut de sondage, vous avez réalisé un sondage, un baromètre. D'abord, une première question un peu générale, mais pourquoi vous avez choisi, j'allais dire, de sonder les cœurs? Alors, dans un monde du travail où la santé psychologique à l'issue de la crise sanitaire reste un point de préoccupation fort, dans un monde du travail où les entreprises ont des difficultés à recruter, et dans un monde du travail où on peut constater qu'un certain nombre de modèles d'organisation semblent à bout de souffle, avec SubDRH et avec la directrice Sabine de Villoutré, il nous est apparu évident de pouvoir faire ce sondage pour continuer de nous positionner comme des partenaires de qualité dans l'accompagnement de la performance RH et sociale au sein des organisations. Alors je trouve que ce sondage donne une indication d'abord dès le début que les choses ont pas mal avancé, parce qu'il y a 62% des salariés, me semble-t-il, sondés qui disent que globalement leurs organisations vont bien, elles peuvent progresser. Il y en a 21% qui disent c'est plutôt bien, on est vraiment à la pointe. Et puis il y en a 17, je crois, de mémoire qui disent il y a encore un peu de travail. Ça veut dire quand même que les RH, à l'aune de la crise Covid, ont pris une place centrale. Oui, exactement. Le DRH bashing dont on a entendu parler avant la crise sanitaire n'est plus à la sortie de cette crise. Vous citez Arnaud et vous avez raison, 6 salariés sur 10 qui sont plutôt satisfaits à très satisfaits de ce qu'ils ont pu percevoir, à la fois de l'efficacité de la fonction RH et du soutien dont ils ont pu recevoir. On pourra peut-être parler des axes de progrès. Et vous avez aussi 9 dirigeants sur 10 à l'issue de cette crise sanitaire qui expriment une satisfaction eu égard à l'efficacité qu'ils ont pu observer et au soutien qu'ils ont pu recevoir, extrêmement importante. Alors pour vous, Équilibre Conseil, il y a quelques éléments qui sont intéressants évidemment, parce que ça vous sert d'outil pour peut-être améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on voit quand même que le cœur du métier, alors tout ça peut évoluer, mais ça doit, j'imagine, évoluer, mais que pour les salariés, quand on les interroge, ils considèrent que la fonction RH, à 40% en tout cas des répondants, c'est d'abord le recrutement et l'intégration. Vous allez me dire ce qui semble assez logique. Et en même temps, quand on leur demande, eux, quelles sont leurs aspirations, on voit que ça se croise. C'est le bien-être, c'est la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a, côté salarié, est-ce qu'il faut qu'ils améliorent la fonction RH, le service rendu aux salariés, et pas uniquement se concentrer sur le recrutement et l'intégration? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Le recrutement et l'intégration, aussi la gestion administrative et de la conformité, sont perçus comme étant les activités essentielles de la fonction RH aujourd'hui. Et dans la projection vers le futur, en tout cas à 3 ans, pour rester dans un ensemble d'actions très pragmatiques. Le Covid repart, vous avez vu. On a vu que le Covid repart. Donc en tout cas, les acquis de la gestion de la crise sanitaire vont pouvoir être redéployés. Il y a une attente très forte de plus de proximité et de visualiser une démarche globale de qualité de vie au travail au sein de son entreprise. C'est d'ailleurs la semaine de la qualité de vie au travail
Donc les salariés sont en attente très forte de ce sujet. Alors les salariés, c'est 40% qui considéraient que c'était recrutement et intégration. Alors chez les chefs d'entreprise, les dirigeants que vous avez interrogés, de toutes les régions, il y a la méthodologie au début du sondage, on voit que ce sont des dirigeants qui ne sont pas qu'en Ile-de-France, il faut le préciser. 58% évoquent eux aussi le recrutement, l'intégration, 34% la gestion administrative, donc la veille réglementaire, c'est un peu aussi la mission que leur confie le chef d'entreprise, et 32% la qualité de vie et les conditions de travail. Ça reste toujours le dernier item. C'est-à-dire que même pour le dirigeant, il ne l'a pas mis en tête de pile, en haut de la pile. Il ne l'a pas mis en tête de pile, c'est quand même sur son podium, puisqu'on avait... C'est le podium, c'est vrai. C'est sur le podium. C'est vrai. Je suis dur. Un peu peut-être. C'est sur le podium, et ce chiffre de 32% est un chiffre associé à ce qu'ils perçoivent, en tout cas aujourd'hui, mais dans les attentes, on a quasiment un salarié sur deux qui est en attente de plus de qualité de vie au travail. Et les dirigeants aussi peuvent attendre, peuvent reconnaître qu'il y a un besoin de plus de qualité de vie au travail. Alors, il y a des questions. Alors là, on voyait bien évidemment qui sont les items techniques, le réglementaire, le juridique, l'intégration. Tout ça, c'est les métiers de base. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous interrogez les salariés sur leur rapport avec leur DRH, service, là, ils disent doit avant tout faire preuve d'empathie et d'écoute. Si je le lis en creux, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas toujours une oreille attentive chez les DRH. Exactement. Vous le lisez comme ça? On le lit comme ça. Il y a d'autres indicateurs qui nous permettent, en tout cas, en prenant du recul sur les résultats du baromètre, d'identifier qu'il y a un besoin de plus de proximité, au moins pour 40% des personnes interrogées. Et cette proximité, on la retrouve dans les compétences qui sont mises en œuvre, notamment ou l'absence de compétences perçues mises en œuvre comme l'écoute et l'empathie. Mais il y a aussi, sur cette question de la proximité, la disponibilité. Les deux sont liés, si je m'autorise. Quand la porte est un peu fermée et qu'on ne peut pas rentrer spontanément, ça ne génère pas forcément de la disponibilité. Et on peut se questionner aussi sur la disponibilité en termes d'effectifs au sein des fonctions RH, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un sujet de continuité d'accompagnement des compétences, de vigilance, de piqûre de rappel, mais il y a peut-être aussi une réflexion sur la capacité, au-delà des compétences, au sein des fonctions RH, de pouvoir être en proximité. Les dirigeants, eux, privilégient la disponibilité, la réactivité à l'équité dans l'accompagnement des salariés. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si on affine cette étude, et je pense que c'est un outil sur lequel vous allez construire une stratégie, il y a l'idée qu'on va individualiser de plus en plus. Il y a en tout cas cette attente de proximité et cette attente de personnalisation du lien dans le cadre du rapport au travail. Personnalisation du lien doit quand même s'inscrire dans des points de repère, dans des points de contact. Mais au plus près des attentes. Ça c'est nouveau quand même. C'est nouveau et ça nécessite de pouvoir sonder régulièrement les attentes concrètes des salariés pour éviter de prendre des décisions, de deviner à leur place sans leur demander quelle est leur perception, quels sont leurs ressentis et quelles sont leurs attentes. Alors, on a été un peu sévère, mais en même temps, c'est le sondage qui le dit à l'égard des DRH, de leur capacité à pouvoir être empathique, bienveillant, disponible. En revanche, le contre-champ, c'est 75% des salariés interrogés estiment que la relation avec leur DRH s'est améliorée avec la gestion de la crise. Exactement. C'est-à-dire, dans cette espèce de tempête incroyable, le DRH est devenu plus humain aux yeux des salariés. En tout cas, il y a de ça. Oui. Là, je parle aux psychologues. Exactement, parce que... mais en tout cas, aux yeux des dirigeants. Et des dirigeants. Aux yeux des dirigeants. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, on a commencé avec Christophe Lebars, qui est directeur général adjoint de SubDRH et qui est un DRH d'expérience, à mettre en discussion ces résultats avec un certain nombre de DRH. Et les commentaires qu'ils ont faits par rapport à ce résultat, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance d'un travail... Ils ont mouillé le maillot, quoi. Exactement, qui pouvait paraître invisible et beaucoup d'efforts qui ont été faits. Un sentiment de reconnaissance, de se sentir aujourd'hui pleinement intégré dans les équipes dirigeantes et un espoir en même temps que ces équipes dirigeantes unies, bien évidemment pas seules, avec l'ensemble des forces vives de l'organisation, puissent relever aujourd'hui les défis qui, après la crise sanitaire, sont des défis de crise du sens et du lien social dans les organisations. Et on termine par ces deux chiffres, parce qu'il y en a beaucoup, il faut évidemment aller voir dans le détail ce sondage OpinionWay SubRH, mais 49 estiment que la santé psychologique, ça c'est intéressant, c'est le regard que portent les salariés sur ce DRH et les équipes, la santé psychologique des DRH a été affectée par la période Covid. C'est-à-dire qu'ils ont constaté physiquement que leur DRH avait été touché. Exactement. Alors quand on sonde directement les DRH, les chiffres sont plus élevés sur l'impact sur la santé psychologique. On l'imagine. Mais on peut imaginer que... 50% des salariés ont vu ça quand même. Que chacun a fait preuve de réserve pour éviter, en tout cas, de le démontrer. Mais quand même, un salarié sur deux
à observer concrètement l'impact de la crise sur ses interlocuteurs RH. Et enfin, quand même, ça c'est un peu un rayon de soleil, mais enfin c'est quand même l'idée qu'une crise peut aussi générer des opportunités, des transformations. C'est qu'il y a 39% des salariés qui disent que cette crise Covid, finalement, elle est à l'origine de la mise en place d'actions concrètes. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit souvent que ce sont les crises ou les ruptures qui provoquent des transformations. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que les DRH ont mis en place des outils. Ils ont mis en place des actions concrètes, ils ont mis en place rapidement, ils ont ajusté les dispositifs d'accompagnement du management, ils ont ajusté la mise à disposition d'outils, de formation aux outils. Le point de vigilance sur cette étude, c'est que la plupart des actions sont des actions en réaction logique par rapport à l'imprévisibilité et l'adaptation forte dont les RH ont fait peur, et souvent de gestion de situations dégradées ou individuelles. Et c'est vraiment un point de vigilance dans la suite et dans la mise en œuvre des démarches de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que coaching de manager par rapport à une difficulté de gestion d'équipe, ouverture de lignes de numéro vert par rapport au soutien psychologique. Dans la suite, il faudra pouvoir accompagner la gestion de ces situations dégradées qui sont nécessaires pour en limiter les impacts avec des démarches préventives et plus collectives. Et ce sera un des challenges à relever par l'ensemble des équipes de direction unies et les élus naturellement et l'ensemble des forces vives des organisations. Donc ça veut dire que vous, au-delà de l'intérêt, je dirais, informatif de ce sondage, qu'est-ce que vous allez en tirer comme contre-mesure ou comme échange ou éléments constructifs avec les DRH et vos clients? Alors là, on démarre un cycle de mise en discussion des résultats avec un certain nombre de DRH, avec ça frotte parfois. Ça, en tout cas, il y a une satisfaction et ça ouvre à des discussions extrêmement passionnantes. Chacun a un retour d'expérience qui est différent et cette intelligence collective entre pairs est assez fantastique. En tout cas, on a déjà pu l'observer. Pour SubDRH, c'est aussi la possibilité de mettre à jour leur programme, de renforcer en tout cas les orientations qui ont été prises pour être au plus près des besoins de la fonction RH. Et puis pour nous, de continuer d'être un animateur au sein de cette fonction RH de sujets qui sont au cœur de la performance RH et sociale. À découvrir ce sondage OpinionWay réalisé donc par Équilibre Conseil et SubDRH, SubRH d'ailleurs. C'est SubDRH. SubDRH est téléchargeable sur le site d'Équilibre Conseil. Et sur Équilibre Conseil, à voir dans son intégralité. Puis la méthodo, c'est intéressant, le rapport entre les hommes, les femmes et la répartition géographique, c'est toujours intéressant. Merci Jean-Christophe Villette. Merci beaucoup Arnaud. De nous avoir rendu visite. On parlait de la disponibilité, de la bienveillance, on va parler d'humanisme en entreprise. C'est Smart Philo, vous le devinez évidemment, et on accueille Thibaut Brière. Smart Philo, de la philo, comme chaque semaine, et avec Thibaut Brière aujourd'hui. Bonjour Thibaut, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et philosophe. Toxic Management, votre livre chez Robert Laffont, faut-il le préciser. Vous avez choisi de nous parler de l'humanisme, alors pas de l'humanisme sur une thématique de bac philo. L'humanisme en entreprise. On en parle beaucoup. L'entreprise humaniste, le management humaniste. Ça veut dire quoi exactement ça, ce mot humanisme? Oui, alors d'abord, ce qui m'a interpellé vraiment, Arnaud, c'est que d'un côté, en entreprise, on n'arrête pas de dire que l'on souhaite, toutes les entreprises disent vouloir placer l'humain au centre, et d'un autre côté, jamais l'humain n'a été autant remis en question. A été remis en question au regard des dégradations qu'il fait subir à la planète, de la place trop importante qu'il prendrait. Et donc il y avait là un paradoxe, en tout cas une tension qui m'interpellait. L'humanisme, eh bien chacun a appris en terminale, en première ou en terminale, que c'était un mouvement littéraire et intellectuel, artistique du XVIe siècle. Et par rapport à l'entreprise, on peut le définir comme une confiance faite en la capacité de l'homme, alors d'une part à se connaître, à connaître les lois de l'univers, etc. Et en tout cas, le mouvement humaniste, il y a une ambivalence, à la fois une confiance dans les capacités de l'homme, donc aussi une confiance, on pourrait dire aujourd'hui, à se reprendre, à se corriger, à corriger ses propres erreurs, ses propres excès, bien, d'une part, mais d'un autre côté, il ne s'agit pas, comme on le croit en entreprise, uniquement de placer l'humain au centre. Puisque au contraire, l'humanisme, historiquement, s'est défini comme une relativisation de la place de l'homme dans l'univers. C'est le moment où on découvre l'Amérique. Montaigne écrit « Notre monde vient d'en rencontrer un autre » dans Descoches. Au siècle suivant, Fontenelle écrira un traité sur la pluralité des mondes. Et donc la place de l'homme dans l'univers se trouve relativisée et non pas mis au centre. Impressionnant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'humanisme, du management humanisme, même dans les punchlines
entreprises, on remet l'homme au centre, l'homme doit être au centre, et qui est en fait finalement décentré par rapport à la définition même de l'humanisme. Tout à fait, Arnaud. C'est passionnant. Et il y a une dérive intéressante à cet égard, c'est-à-dire que pendant longtemps on a parlé de la nature, et aujourd'hui on parle de l'environnement, c'est-à-dire que c'est simplement ce qui environne l'homme. L'homme est vraiment placé au centre, et la nature tourne autour de l'homme, en fait, tout tourne autour de l'homme. Mais est-ce que c'est pas un problème de position centrale, vous l'évoquiez, et pour faire un petit écho aux législatives, finalement, le débat porté par les écologistes, alors peut-être eux-mêmes se tromperaient de définition quand ils parlent d'humanisme, parce qu'ils l'utilisent beaucoup, ce mot. Alors, ils peuvent se tromper quand on parle effectivement d'environnement, lorsque, au contraire, ils veulent dire que l'homme ne doit pas épuiser les ressources naturelles de la planète. En tout cas, ce dont c'est le symptôme, me semble-t-il, c'est le fait que la valeur même de l'homme n'est plus une évidence pour nous. Est-il bon pour la planète? Est-il bon en soi que des hommes existent encore? Est-il bon, et on le voit dans les courbes démographiques dans nos pays occidentaux, où voilà, on voit qu'il y a une chute. Alors, si je vous comprends bien, l'humanisme, finalement, c'est un mot valise, et qui, in fine, pourrait servir de caution à presque tout, et donc ce qui ferait une forme de mensonge autour de ce mot. Finalement, on l'utiliserait comme d'un paravent pour dissimuler l'essentiel. En tout cas, c'est possible, oui. Il faut arrêter de se dire humaniste simplement parce que l'on affirme vouloir placer l'humain au centre. L'important aujourd'hui en entreprise n'est pas d'être humaniste, c'est de le paraître. On se croit toujours plus humaniste que le voisin. Et je peux aussi bien vous démontrer que toute entreprise est humaniste et qu'aucune entreprise n'est humaniste. Toute entreprise est humaniste simplement parce qu'elle a besoin de prendre soin de sa ressource humaine. Et de plus en plus, parce que ce débat-là est au cœur des problématiques. Exactement. Le bien-être, la qualité de vie au travail. La réduction des troubles psychosociaux. Psychosociaux, exactement. Et puis d'un autre côté, toute entreprise, donc là c'est pour toute entreprise, a besoin d'être humaniste pour prendre soin de sa ressource humaine, mais d'un autre côté, aucune entreprise n'est humaniste. On n'est pas là pour servir l'intérêt général. C'est pas sa fonction. C'est pas sa fonction. Première, en tout cas, originelle. L'humain est toujours considéré comme une ressource, c'est-à-dire comme un instrument. Il y a un rapport instrumental aux individus. Comme un outil, dirait Marx. Comme un outil. Comme une ressource en fait. Le terme n'est pas mensonger en l'occurrence, le terme de ressources humaines. En revanche, ce qui peut être trompeur, c'est lorsque des entreprises affirment avec un petit peu trop d'empressement vouloir être humaniste alors même que personne n'est dupe. Je veux dire, en interne. Il ne faut jamais oublier que c'est au nom de l'humanité que les pires crimes dans l'histoire se sont commis. On peut encore avoir en tête le révolutionnaire Jean-Baptiste Carrier qui disait que c'était au sujet des massacres des Vendéens. Il disait « C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres ». Et le médecin d'Auschwitz, Fritz Klein, disait également, lui, agir par respect, par souci d'humanité. Faire ce qu'il faisait par souci d'humanité. Tout ça pour dire que quand quelqu'un en face de vous se dit humaniste, ça ne veut rien dire encore. Presque vous nous dites attention danger, quoi. Attention danger quand c'est dit avec un petit peu trop d'empressement. En tout cas, il faut gratter et aller voir ce qu'il entend, quelle conception de l'humain il se fait et qu'est-ce qu'il entend du coup par humanisme. Donc concrètement, et là je me tourne vers le philosophe là précisément, mais qu'est-ce que peut signifier finalement l'idéal, le vrai humanisme? Qu'est-ce que ça serait puisqu'on vient de voir qu'il y avait parfois beaucoup d'ersatz et de contrefaçons de ce mot, mais ça serait quoi le véritable humanisme? Le véritable humanisme, d'abord, il faut, juste pour finir sur ma question précédente, assurer, quand on dit vouloir mettre l'humain au centre, que ce ne soit pas au centre d'une cible. Toujours avoir cette petite musique en tête. On vous dit, je veux mettre l'humain au centre, oui, mais de quel centre? Bien. Que serait aujourd'hui une entreprise humaniste? Il peut y avoir deux choses. Ça peut être d'une part, considérer effectivement l'homme comme une fin en soi, non plus comme un instrument. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises parlent de ressources humaines, donc clairement une conception instrumentale. Il y en a quelques-unes, comme Michelin, qui continuent de parler de personnel, d'une direction du personnel. Ça, c'est les années 50, c'est le XXe siècle. C'est les années 50, mais c'est sans doute aussi peut-être l'avenir, justement. Une fois qu'on sera revenu d'un certain nombre d'excès dans des manières de traiter l'humain qui ne sont peut-être pas toujours dignes, peut-être que c'est encore... Vous pensez que finalement, en revenant, parce que les mots ont un sens, et encore plus quand on est philosophe, mais revenir à
à la gestion du personnel ou ressources du personnel, ça vous semble plus approprié que d'utiliser ces termes? Moi, il me semble clairement, parce que résonne encore la notion de personne, c'est-à-dire une fin en soi. Une personne, c'est un infini, c'est quelqu'un qui est, c'est un potentiel, si vous voulez, qui ne se réduit jamais à ce qu'il est à un instant donné. Tandis qu'une ressource, par définition, eh bien, elle est mobilisable, exploitable à merci, elle est ce qu'elle donne, ce qu'elle peut permettre de produire à un instant T. Tandis qu'un individu, il a pu produire des mauvais résultats à un moment ou de bons résultats à un moment et se corriger ou avoir produit de bons résultats et puis demain produire de mauvais résultats. On vous sent quand même très prudent parce que c'était le début de ma question, les fameuses entreprises humanistes ou les managers qui sont humanistes. Quand vous entrez dans une entreprise, quand vous apportez votre contribution, votre expertise, vous restez prudent là ou vous prenez du recul? Quand j'entends le mot humanisme, je sors mon revolver, comme dirait l'autre. L'existentialisme est un humanisme, disait Sartre. Mais quelle culture, tout à fait. Absolument, quelque chose que vous partagez avec moi d'ailleurs. Arnaud. Le deuxième, aujourd'hui, sur la pertinence de l'humanisme, quelle serait aujourd'hui une entreprise? Quelle serait une caractéristique de l'entreprise humaniste? Oui. Vous me demandiez, eh bien, il y a un autre aspect par Ça rapport... existe ou pas? Est-ce qu'on est dans un mythe ou est-ce que vous pouvez nous dire il y a quand même des entreprises qui sont réellement engagées dans l'humanisme? Alors, elles tendent, si vous voulez, ni vous, ni moi, en tout cas, une utopie, tend à être sans cesse plus humain. Et d'ailleurs, l'humanité... en philosophie, enfin on le sait bien si je puis dire, on peut jamais dire telle personne est humaine ou n'est pas humaine. En tout cas, c'est une tension. On tend vers un idéal d'humanité et on ne cesse de se perfectionner, de vouloir s'améliorer. En tout cas, dans un monde dans lequel il y a de plus en plus d'algorithmes, on pourrait très bien définir l'entreprise humaniste comme celle qui croit que l'humain continue d'avoir une valeur ajoutée, continue d'avoir quelque chose d'irréductible à ce que les machines peuvent apporter à l'entreprise de demain. La guerre, la bataille des machines contre le génie humain. C'est ça, exactement. Et sa beauté finalement. Sa beauté, son irréductibilité. Merci Thibaut Brière pour cette analyse autour de l'humanisme et parfois des erreurs presque de vocabulaire originel que vous évoquiez par rapport à la définition même de l'humanisme du 16e. Merci d'être venu nous rendre visite, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et auteur de ce livre Toxic Management, sorti chez Robert Laffont, dont on voit la couverture, cette belle couverture. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va s'intéresser à l'inclusion, aux personnes handicapées, les entreprises, elles s'engagent, elles avancent. On va revenir évidemment sur tous ces enjeux, mais aussi sur les freins, sur les difficultés d'accès des personnes handicapées à ces emplois et parfois la difficulté qu'elles ont lorsqu'elles sont en poste de pouvoir maintenir leur emploi. On fait le point tout de suite avec nos invités juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien sur Smart Job. On va parler du handicap, de l'inclusion, on utilise parfois les deux mots. Les stratégies des entreprises, celles qui sont les bons élèves, qui s'engagent très concrètement, et puis aussi qui maintiennent en emploi les personnes en situation de handicap. Il ne s'agit pas uniquement de recruter, mais de maintenir en emploi. Ça, c'est un enjeu très fort. Et puis, on va évidemment parler des freins, des difficultés, à la fois des personnes et puis parfois des inquiétudes, des appréhensions, des craintes des entreprises. On va faire le point avec mes invités. Hugues Defoy, vous êtes directeur du pôle métier de l'AGEFIP, qui est l'institution, qui est la tour de contrôle. L'AGEFIP, association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Toutes les entreprises connaissent l'AGEFIP. On parlera aussi des actions que vous menez très concrètement avec les entreprises, parce que c'est votre mission. Et puis, à mes côtés, Pauline Roche, ravie de vous accueillir. Vous connaissez bien le studio, directrice commerciale et marketing chez Le Bon Coin. Le Bon Coin qui édite et présente un livre blanc pour accompagner, alors mec.org, je ne voudrais pas les oublier, c'est le guide des bonnes pratiques, on va en parler avec vous, sur ce qu'on peut faire, ce qu'il est possible de faire, et puis des exemples très concrets, on va en parler avec vous. D'abord un tout petit mot, Hugues Defoy, parce que l'AGEFIP, et j'aimerais qu'on en dise un mot, c'est pas qu'une tour de contrôle de gestion financière. Non, parce que mais vu de loin, on se dit, ils récoltent l'argent, les contributions des entreprises qui n'ont pas respecté les 6%. Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Ah non, de loin. On est le fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées. Alors certes, nous gérons le fonds, puisqu'il y a une politique du quota en France, et les entreprises qui n'atteignent pas les 6% versent une contribution à la GFIP. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc on fabrique effectivement
des services, des aides financières, on met à disposition des prestations et surtout, on accompagne les entreprises pour qu'elles passent à l'action. L'engagement des entreprises, c'est vraiment au cœur de la stratégie de la GFIP pour faire en sorte que justement, nous ayons des entreprises qui ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap, que nous ayons des entreprises inclusives. Et bien ça se travaille, c'est-à-dire que voilà, on met en place un accompagnement qui vise à construire une feuille de route. Voilà, on va dire en général, les entreprises, elles ne partent pas de zéro. Non. On fait un diagnostic. Enfin, certaines partent de loin quand même. Certaines peuvent partir de loin, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elles avancent, c'est qu'elles décident d'avancer sur le sujet. Et l'engagement des entreprises, c'est extrêmement important. L'engagement des employeurs, l'engagement des dirigeants sur le sujet, c'est évidemment fondamental. Donc, on fait une photographie de, voilà, là où en est l'entreprise. Alors, on parle d'entreprise, mais il faut bien intégrer que ce sont toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. On accompagne des TPE. Public et privé. Alors, privé. La GFIP, c'est privé. Je voulais vous entendre parce que c'est voilà, on met de côté. Alors, évidemment, souvent l'État est le plus mauvais élève d'ailleurs. Alors, je ne ferai pas de commentaire sur l'État, mais je dirais que il y a nos cousins FIPHFP, exactement, qui est le Fonds de développement de l'emploi des personnes handicapées dans les 3 fonctions publiques, qui fait un job équivalent à la GFIP. Pour mobiliser les employeurs publics. Hugues Defoy, vous êtes très impliqué dans ce livre blanc, il faut le dire, la GFIP, Le Bon Coin et Mec.org. Juste d'un mot, qu'on ait un chiffre concret, combien d'entreprises respectent ce quota, puisque vous utilisez le mot, le quota des 6%? Je n'ai pas de chiffre de combien. Le pourcentage, le taux d'emploi, il est aux alentours de 3,5 sur la déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés de 2019. Donc il y a des entreprises qui sont au-delà et qui respectent ces 6%. Bien sûr. Qui sont une minorité. Il y a une immense majorité d'entreprises qui emploient au moins une personne en situation de handicap. Et il y a de moins en moins d'entreprises qui ne font rien du tout. Voilà. Donc après, entre les deux, il y a des situations où, voilà, en moyenne, on a un taux d'emploi, encore une fois, celui de 2019. On verra en 2020, parce qu'on a quelques difficultés à le calculer en ce moment, mais la DARES va s'en préoccuper. On verra quel est le taux d'emploi de 2020. Pour voir si ça progresse. Il y a des petites modalités, oui, il y a des petits changements sur la modalité de calcul, donc évidemment, il y a du retraitement à faire. Évidemment. Mais ça progresse, c'est ça qu'il faut se dire. On parlait tout à l'heure de quotas, quand on a installé effectivement cette politique en 1987, puisqu'on va fêter, là, au mois de juillet, les 35 ans de la loi. Bon. En 35 ans, il s'est passé beaucoup de choses. La place du handicap dans la société, elle a considérablement évolué. Oui, il y a eu effectivement une loi en 87, il y a eu une loi en 2005. La dernière loi a... la loi de 2005 est importante. Alors, la loi de 2005, elle est importante. Fondamentale même. Elle pose une définition du handicap qui est très intéressante, qui renvoie finalement sur le fait que le handicap, c'est pas la personne, mais c'est la société qui n'est pas forcément adaptée. Donc ça, c'est effectivement important. L'inversion. Pauline Roche, on va parler de ce livre blanc, de vos engagements, de votre entreprise, premier site de vente, marque emblématique, connue, installée dans le paysage. Vous êtes à combien, vous, par rapport à ce taux de 6%? Alors, on travaille dessus pour l'améliorer justement et on est engagé depuis 2018 déjà dans la mission handicap pour améliorer ce taux et faciliter en fait l'accès aux travailleurs en situation de handicap au Bon Coin. C'est important pour nous et même en 2021, on s'est engagé dans une charte du handicap avec 5 piliers qui sont, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire recruter, mais aussi intégrer, collaborer, sensibiliser tous les autres collaborateurs, parce qu'il faut savoir que, par exemple, tous les collaborateurs ont eu une formation sur la sensibilisation aux situations de handicap au sein du Bon Coin. Et derrière, dès qu'on a un parcours d'intégration, un nouveau, on fait ce travail-là. Collaborer avec des partenaires, accompagner à l'évolution professionnelle en garantissant aux salariés en situation de handicap toutes les étapes de leur carrière, les mêmes droits d'accès. Ça, c'est un sujet parce que certains salariés en situation de handicap quittent leur poste parce qu'ils considèrent que leur poste n'est pas adapté, que la fiche de poste ne correspond pas à ce qu'ils avaient. C'est à vous de donner le chiffre vous êtes à combien? 3, 3,5, 4 vous allez vers les 6? On va vers les 6, on avance, on travaille sur ce sujet-là. Après, le chiffre en particulier, je ne l'ai pas. C'est pas que je ne veux pas le dire, c'est que je ne l'ai pas. Mais je sais que c'est un engagement très très fort pour avancer sur le sujet. Et on a notamment les référents, la référente handicap pour justement accompagner tout ça. Alors, pour toute entreprise de plus de 200 salariés, 250 salariés, il faut une référent ou une référente handicap. Elle joue quel rôle et elle est rattachée, pour être extrêmement concret, ça nous concerne dans l'émission, au service RH la plupart du temps, le référent handicap? Alors,
La plupart du temps, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a tous les modèles. Alors, oui, 250 salariés, vous avez une obligation de nommer un référent handicap. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, vous pouvez nommer quelqu'un, mais si vous ne lui donnez pas les moyens de travailler, ça va effectivement poser un problème. Donc, nommer un référent handicap, nous, à la GFIP, on accompagne les référents handicap, on les anime, on les réunit dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau des référents handicap. On les professionnalise, on a des modules d'appui à la professionnalisation pour permettre justement d'appréhender le sujet et puis d'être en capacité de le faire vivre tous les jours dans l'entreprise. Bien sûr. Le rôle du référent handicap, c'est fondamental. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle en interne auprès des collaborateurs, mais qui va être aussi l'interface par rapport aux intervenants extérieurs. Parce que si on a besoin, par exemple, d'aménager un poste de travail, à un moment donné, il faut trouver un ergonome, il faut, une fois qu'on a identifié la solution, trouver un fournisseur. Oui, chaque cas est particulier. Hein. Voilà, peut-être essayer, tester du matériel, et puis travailler avec les acteurs, tous les acteurs de ce qu'on appelle l'écosystème handicap. Il y a le service public de l'emploi, il y a la GFIP, mais il y a tout un tas d'autres. Les salariés accompagnés qui font des produits qu'on peut acheter, qui sont des fournisseurs, parce que c'est un les entreprises adaptées, les ESAT, exactement. Tous les acteurs qui effectivement interviennent sur le champ du handicap. C'est vraiment un acteur pivot au sein de l'entreprise qui a un rôle fondamental, qui échange aussi avec le médecin du travail, d'ailleurs, puisque dans la réforme de la santé au travail, aujourd'hui, le référent handicap a désormais un rôle en lien avec les services de santé au travail. Ce qui est intéressant de préciser, c'est qu'il y a seulement 10% des personnes en situation de handicap qui nécessitent un aménagement du poste de travail. Ça, c'est un chiffre très important, parce que les entreprises craignent parfois de pouvoir faire des investissements. Il faut tout changer. Exactement, alors que pas forcément. Et ça représente un bon potentiel pour... L'accessibilité, juste un mot, parce qu'on va revenir sur ceux qui sont en poste et qu'il faut maintenir. Et il faut qu'on parle aussi de ceux qui, dans les 10 ans à venir, ce sont les études des services RH, peuvent potentiellement devenir des personnes en situation de handicap. Parce qu'on est parfois valide à un instant T, puis 5 ans plus tard, on est en situation de handicap. Et il faut que l'entreprise l'accompagne, là aussi. Le handicap de naissance, c'est 15% des situations. Donc après, effectivement, ça intervient au cours de la vie, accident de la vie quotidienne, accident de travail, maladie, maladie professionnelle, toutes les situations. On a des carrières qui s'allongent, le vieillissement, tout ça, effectivement, peut à un moment donné créer possiblement des situations de handicap. Il y a un enjeu fort pour les entreprises, donc à se préoccuper du sujet. Parce que ça concerne potentiellement tout le monde, mais parce que se préoccuper du sujet, c'est aussi offrir des conditions de travail intéressantes à tout le monde, être en capacité de gérer la singularité, envoyer des messages positifs aussi aux collaborateurs, parce que si à un moment donné... C'est de la marque employeur, si je m'autorise. Bien entendu. C'est la QVT marque employeur. Exactement. Si un collaborateur, à un moment donné, a une difficulté, quand il travaille dans une entreprise qui fait des choses et qui le fait savoir et qui les fait bien, il aura plutôt tendance à dire, voilà, j'ai besoin de quelque chose, et l'employeur va être en capacité de répondre à son besoin. Ça, c'est extrêmement important. Le livre blanc, parce que vous êtes là aussi pour ce livre blanc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'engagement que vous avez d'abord par cette charte. Deuxième étape, le livre blanc. Comment est née cette initiative et à qui est destiné ce livre ? Donc, l'initiative a été menée par Make.org, qui a sollicité plusieurs acteurs, justement, dont Le Bon Coin, dont la GFIP, pour pouvoir faire ce livre blanc. Il y a eu des sollicitations, du travail ensemble pour pouvoir arriver à des éléments concrets pour aider les entreprises. Donc, quand on dit les entreprises, c'est toutes les entreprises, TPE, PME, grosses entreprises, et notamment face à la situation actuelle du marché du travail, les personnes en situation de handicap n'osent pas pour l'instant postuler à des postes parce qu'ils ne se sentent pas dans un climat... Mais c'est même pas écrit parfois sur la fiche de poste. Exactement. Mais au-delà d'y être écrit, il ne faut pas juste l'écrire, il ne faut juste pas être stigmatisant dans le dépôt d'annonce. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre. Qu'est-ce qui peut stigmatiser ? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne en situation de handicap dit, ça, j'ai la compétence, je peux avoir fait les études, mais j'y vais pas. C'est quoi ? C'est la formulation ? C'est des mots précis ? C'est de ne pas savoir dans quel contexte la personne va travailler. Par exemple, une situation dans un open space, il y a des collaborateurs qui ne peuvent pas travailler dans un open space, ou par exemple avoir permis requis. Et là, on va pouvoir plutôt reformuler la chose en disant doit avoir la capacité de se déplacer par ses propres moyens. Parce qu'en fait, si la personne a une solution, il n'y a pas de problème. Donc, se concentrer plutôt sur les spécificités du travail, les caractéristiques du travail qui sont souvent absentes des annonces d'emploi, des offres d'emploi, et qui permettent pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap de se projeter, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça sert l'ensemble sans faire
beaucoup plus de travail pour les entreprises. Les chiffres, c'est important, vous les avez. 500 000 personnes en situation de handicap sont à la recherche d'un emploi. Un petit peu moins. Là, un petit peu moins. Ça a baissé, mais c'est autour de ça, effectivement. Combien de personnes, finalement, sur ces un peu moins de 500 000 personnes, réussissent, avec l'accompagnement AGFIF, avec l'effort de certaines grandes entreprises et d'autres, réussissent à trouver un emploi? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un goulet d'étranglement, que c'est très compliqué. Alors, je sais pas, on a sur notre rapport d'activité les derniers chiffres de placement, notamment de Pôle emploi et du réseau Cap Emploi. Il y a de plus en plus le chômage baisse pour les personnes en situation de handicap, ça c'est une bonne nouvelle. Les chiffres, absolument. Voilà, mais pour autant, effectivement, il reste pas mal de choses à faire. Et l'intérêt de cette initiative, effectivement, avec Make et avec Le Bon Coin, c'est d'essaimer. Alors d'orienter, d'inciter les employeurs à s'exprimer autrement finalement quand ils expriment des besoins de main-d'œuvre. C'est donner des conseils pour comment on fait pour intégrer une personne, vrai. Comment on fait pour justement créer les conditions pour que les personnes se disent tiens, là cette annonce, d'après ce que je lis, là je me sens en capacité de postuler, c'est intéressant pour moi. Enfin, elle est suffisamment ouverte pour que je puisse y aller, quoi. Exactement. J'ai suffisamment d'informations pour pouvoir exactement. Et puis, on va faire ce qu'il faut aussi pour que ça se passe bien. Voilà, parce que c'est pas le tout de publier une offre. Quand il y a un candidat, si le candidat correspond, évidemment, après, peut-être il y a des choses à faire aussi en matière d'intégration. Il faut travailler avec le collectif de travail. Bon, parfois, évidemment, parfois, il faut aménager le poste, mais vous le disiez tout à l'heure, c'est absolument pas une nécessité. Le fameux handicap invisible, puisqu'on voit aussi des handicaps invisibles. Exactement. Comment il se définit c'est ça, la très grande majorité. Qu'est-ce qu'on appelle un handicap invisible? C'est-à-dire ce fameux handicap qu'on ne voit pas. C'est quoi comme type de pathologie ou de difficulté? Il y en a plusieurs, mais par exemple, si vous êtes dialysé, ça se voit pas forcément. Le diabète est un handicap invisible. Vous pouvez avoir une maladie chronique, évolutive, et qui ne se voit pas forcément. Alors après, peut-être que les choses peuvent évoluer, c'est pas forcément souhaitable, mais oui, il y a plein de situations où ça ne se voit pas. Et alors, a fortiori, quand ça ne se voit pas, c'est aussi important d'en parler, parce que si vous faites... J'allais y venir. Certains n'osent pas évoquer cette situation. Mais si vous faites un aménagement organisationnel, et que vous adaptez les horaires pour une personne qui a un besoin spécifique, mais où effectivement ça ne se voit pas forcément, les collègues, le collectif de travail peut-être peut s'interroger. Pourquoi on a des horaires qui ne sont pas identiques pour Monsieur X ou Madame Y? Donc ça veut dire qu'il vaut mieux médiatiser, en tout cas expliquer pourquoi. Il faut créer les espaces pour qu'on puisse parler. Mais avec l'accord de la personne, autorisez-moi. Bien entendu, évidemment. Mais si on est dans une entreprise inclusive qui agit sur le sujet, on aura évidemment des facilités à parler de tout ça. Et il faut aussi sensibiliser et former les managers. Parce que les managers, ils se posent aussi des questions. Si je vous dis, moi, dans votre équipe, demain, vous allez avoir un collaborateur en situation de handicap, vous allez peut-être me dire, ah bon, mais pourquoi? Et vous allez vous poser des questions légitimes. Il faut ouvrir les espaces. Et donc être en capacité de pouvoir dénouer et de répondre aux questions. Le Bon Coin, parce que vous évoquez cette charte, elle est concrète, parce que il y a l'embauche de 45 personnes en situation de handicap entre 2021 et 2024, donc il y a quand même l'idée, avec des chiffres très concrets. Comment ça se passe pour impliquer l'ensemble de la chaîne de commandement, pour utiliser un mot militaire? On en parle aux managers, il y a des réunions collectives, on explique, parce qu'il y a des salariés en situation de handicap. Je l'ai entendu de mes oreilles qui dit « Moi, je ne veux pas qu'on fasse de publicité sur mon handicap. D'abord parce que c'est stigmatisant et qu'elle se sent elle-même dans une forme d'autonomie et qu'elle n'a pas besoin de le justifier. » Vous entendez ce débat-là? Dans le livre blanc, on en parle d'ailleurs sur comment le manager, que ce soit en entretien de recrutement, comment il gère ça, quelles questions poser, comment faire pour ne pas mettre la personne dans une situation où elle ne veut pas être. Si elle ne veut pas en parler, elle a le droit de ne pas en parler. Mais par contre, de créer le climat de confiance avec des questions très ouvertes sur les compétences du collaborateur. Est-ce qu'il y a besoin, si le handicap est visible, est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement particulier, sans lui dire quel est l'aménagement que vous avez besoin, pour vraiment créer ce climat d'ouverture. Et comme vous l'avez dit, il faut aussi que les collaborateurs des équipes puissent avoir connaissance de cette situation-là et de demander très clairement à la personne en situation de handicap comment souhaitez-vous qu'on communique ce sujet en interne. Je pense que ça me semble fondamental, en toute transparence. La personne dit oui, ou la personne dit, et ça arrive, je suis pour moi, même si j'ai une difficulté, je me sens totalement autonome et regardez, je n'ai pas besoin de médiatiser mon handicap. Exactement. Et ça, on l'entend beaucoup pour que la personne se sente finalement d'égal à égal dans l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation pour une personne qui a une reconnaissance administrative. L'OQTH. La RQTH. RQTH. Il n'y a pas d'obligation à la communiquer à son employeur. Bon.
Mais parfois, c'est quand même plus intéressant d'en parler, parce que s'il y a quelque chose à faire, si vous n'en parlez pas à votre employeur, évidemment, il ne va rien se passer. Je m'autorise, elle peut en parler à son DRH, mais en revanche, elle n'est pas obligée de faire de la publicité au sein du service dans lequel elle travaille, on est d'accord. Vous en parlez au médecin du travail, il y a secret professionnel. Exactement. Vous en parlez au DRH, c'est pareil, ça, il ne va pas le communiquer sur la place publique. Vous pouvez aussi en parler au référent handicap, d'ailleurs. Vous en parlez, en fait, si vous souhaitez en parler. Mais par contre, à partir du moment où il y a un besoin spécifique, c'est évident qu'il vaut mieux en parler, parce que sinon, comment apporter une réponse à une question qui n'est pas posée? Exact. Oui, d'un point de vue dialectique, c'est compliqué. Un mot sur ces accords agréés, c'est un peu pointu, mais tous ceux qui sont les responsables en charge des questions d'inclusion, de handicap dans les entreprises, les délégués évidemment syndicaux et les personnes concernées, accords agréés, c'est un peu technique, mais globalement, pour le dire simplement, l'entreprise qui ne joue pas le jeu paie un malus, doit verser un malus que vous calculez, qu'elle verse à la GFIP. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Alors, oui, mais ça, c'est pas trop le sujet des accords agréés. D'accord. Parce qu'en fait, ça c'est le principe de la loi. 6%, on va faire court, Bah oui. écart à la cible, d'accord. Et donc on paye. Si vous êtes à 3, on vous calcule combien vous avez C'est ça. Effectivement versé une contribution à la GFIP. Très bien. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui la calcule. Bon. L'accord agréé, c'est une modalité qui est offerte par la loi. Alors, on négocie avec les feuille de partenaires route, sociaux. Exactement, avec les partenaires sociaux. Ensuite, on fait agréer auprès des services de l'État. L'agrément est libératoire, je suis désolé, c'est un peu technique. Mais c'est très intéressant. De la contribution, c'est-à-dire que vous ne versez pas de contribution à la GFIP. Alors évidemment, si vous êtes en dessous de 6, parce que si vous êtes à 6, il n'y a pas de problème s'il n'y avait pas de contribution à la base. Et ce que vous ne versez pas à la GFIP, vous le consacrez à décliner la politique handicap que vous avez négociée avec les partenaires sociaux. Absolument. Donc ma question, une fois qu'on a bien donné le cadre, ces accords agréés vont s'arrêter au fil de l'eau jusqu'en 2025, si mes chiffres sont bons. Les accords agréés ne s'arrêtent pas au sens où les entreprises qui n'ont pas encore conclu d'accord peuvent en conclure. Pourront toujours en conclure. Mais c'est une durée de 3 ans, donc globalement. Mais leur durée est désormais limitée. Ça, effectivement, c'est une nouveauté. Exactement. Depuis au fil de l'eau, il y aura donc au fil de l'eau, dans le temps, un arrêt, mais un arrêt. Est-ce que ça remet en question les politiques menées par les entreprises? Vous les rencontrez. Certaines vous disent, mais attendez, nous, on avait un accord et on arrivait à reventiler cette somme pour aider ces personnes. Si vous nous le retirez, évidemment, il n'y a plus d'accord, donc il n'y a plus d'aide. Ça ne doit pas remettre en question. Non, mais est-ce que vous le craignez? Une entreprise qui est sous accord, ça veut dire qu'elle a développé une capacité à faire. Elle a installé une politique handicap. Elle a développé de la compétence. Elle a développé de l'expertise. Elle a développé de l'autonomie pour agir. Il n'y a aucune raison que demain, parce que la mécanique de l'accord s'arrête, tout l'enjeu, c'est justement de sanctuariser ces politiques handicap dans la stratégie de l'entreprise. Une fois que l'accord est fini, l'entreprise continue d'agir. Alors, elle va faire autrement, c'est-à-dire qu'elle va... Elle aura moins. Elle aura moins de moyens, peut-être, mais elle viendra chercher des moyens à la GFIP. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas, c'est pas que nous ne travaillons pas, nous ne finançons pas les entreprises qui sont sous accord. Le système sera inversé, c'est-à-dire que quand l'accord s'arrêtera, elle dira à la GFIP, on a besoin d'un accompagnement, venez nous aider pour l'aménagement des postes, pour une multitude de dispositifs. On travaille déjà avec les entreprises sous accord qui sont membres du réseau des référents handicap, évidemment, on accompagne les référents handicap des entreprises sous accord, il n'y a aucun sujet là-dessus. Par exemple, quand une entreprise réalise un aménagement de poste de travail, elle le finance puisqu'elle a un budget. Tout à fait. Voilà. Demain, il n'y aura plus le budget, ça c'est très concret. Il n'y aura plus de budget. Peut-être pas, parce que si le produit de la négociation avec les partenaires sociaux, si c'est favorable, entre guillemets, peut-être qu'il y aura quand même encore un budget. Pour autant, elle utilisera les aides de la GFIP, comme les entreprises qui ne sont pas sous accord, et nous allons mettre en place des modalités de travail un petit peu particulière avec ces entreprises, pour les aider à prendre en main notre offre, pour faciliter la mobilisation justement des aides, des prestations et des services, et pour faire en sorte qu'elles ne perdent pas en réactivité. Aujourd'hui, elles sont complètement autonomes, elles n'ont rien demandé à personne. Côté Boncoin, je vous demande, vous avez un accord, vous avez signé un accord de ce dont on parle avec vos partenaires sociaux, est-ce qu'il y a un accord qui a été signé qui permet justement de pouvoir reventiler cette somme
que vous auriez normalement dû verser à la GFIP, qui est un malus en quelque sorte. Nous, on travaille sur le sujet, mais là, c'est prendre le sujet un peu sur le côté contrainte, je trouve. Alors mais ça existe. Oui, mais c'est plutôt de voir les personnes en situation de handicap comme une opportunité, c'est-à-dire que c'est... On est d'accord. Face à du travail, à d'une pénurie sur le marché du travail, si un data scientist... Ce sont des talents. ...est sourd, c'est pas grave, c'est pas un problème, en fait. Donc, c'est plutôt de voir ça comme une opportunité. Et vous inversez le débat. Exactement. Vous dites c'est plus un quota, c'est plus une obligation. C'est ça. Et c'est le seul moyen, à mon sens, de faire vraiment bouger les entreprises. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et vous êtes une entreprise très performante, Le Bon Coin, c'est que cette espèce de côté peur du gendarme, le malus, les quotas, c'est pas la stratégie que vous employez. Non. C'est pas comme ça que vous l'expliquez. Exactement. Nous, on est plutôt sur le thème, comme vous l'avez dit, sur la marque employeur, sur le fait que la diversité et l'inclusion rendent les entreprises plus performantes aussi, d'avoir des différentes approches. Bien sûr. Il faut savoir que Le Bon Coin, ça s'adresse à tous les Français. Et dans tous les Français, sans distinction. Handicap, voilà. Donc, d'avoir cette pluralité des profils, c'est ça qui fait une force, en fait. Alors que juste craindre la partie... Alors, bien sûr, les entreprises craignent la loi, elle est là. Etc. Ouais. Mais l'idée, c'est plutôt d'en faire une force plutôt qu'une contrainte. Et en faisant une force, ces personnes seront beaucoup plus impliquées, intégrées et engagées qu'en faisant juste une contrainte. J'avais une question, mais je me disais, bon, elle est mauvaise, parce que je me disais que le législateur, allez-y, le législateur voulait même transformer la loi. On évoquait l'idée d'une nouvelle loi sur le handicap, montant même de 6 à 8. Certains évoquaient cette piste. Non, alors, la loi a maintenu un taux à 6. Elle a juste. C'est révisable. Changé. Voilà, c'est que désormais il est révisable, c'est un taux plancher. Donc pour l'instant il était 6. Mais on partage complètement, parce que nous, la GFIP, on ne va pas voir les entreprises en leur disant « Ouh là là, il y a une loi, ça ne va pas vous respecter ». Oui, c'est pas comme ça que vous le vendez, entre guillemets. Non, c'est pas comme ça qu'on le vend. On le vend sous l'angle qui vient d'être présenté là. C'est-à-dire tout l'intérêt qu'il y a à agir, et surtout tout le désavantage à ne pas le faire et à ne pas agir. On est quand même en ce moment dans une période où sur le marché de l'emploi, et c'est pas Le Bon Coin qui va dire le contraire, on est en période de tension. Et pourquoi se priver donc d'un vivier de personnes compétentes qui ne demandent qu'à travailler. D'ailleurs, sur le site Bon Coin, parce que vous êtes aussi vous présentez des offres d'emploi, est-ce que là aussi vous dites on doit accentuer aussi cette capacité de pouvoir accueillir des offres de personnes en situation de handicap, ou des demandes d'ailleurs, parce qu'il peut aussi y avoir des demandes. Tout à fait, on a modifié le site pour que justement il y ait toute une mention en bas des annonces qui disent voilà ce que vous devez mettre comme information sur l'accessibilité, etc., sur l'environnement. Vous commencez vous-même à aiguillonner. Voilà, et on a aussi partagé ce livre blanc qui est disponible sur notre site, mais à tous les employeurs qui utilisent Le Bon Coin pour les solutions de recrutement, pour évangéliser un peu sur cette situation. Et puis inverser cette espèce de jeu du gendarme et du malus, qui est, en tout cas, si je vous entends, n'est pas la bonne porte d'entrée. C'est pas la bonne clé pour entrer dans le sujet. Non, la bonne clé, c'est comment on fait pour fabriquer une entreprise inclusive. Voilà, parce qu'effectivement, et nous, le discours que nous tenons à la GFIP, c'est que travailler sur ces sujets, évidemment, c'est gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est facteur de performance. Et donc, effectivement, il y a plus de désavantages à ne pas le faire. On joue sur la marque employeur, on joue sur la compétitivité, on joue sur la performance, on joue sur la créativité, sur la diversité. Le travail des équipes aussi, hein. Il y a quand même l'idée qu'il y a une forme de la collaboration. Quand on fait un aménagement de situation de travail dans une entreprise, on s'aperçoit assez rapidement que ce qu'on a fait pour un collaborateur, on se dit, mais finalement, c'est intéressant. Finalement, on pourrait peut-être le faire pour tout le monde. Enfin, il y a tout un tas d'effets bénéfiques, au-delà du fait, évidemment, d'amener des compétences et des personnes performantes qui sont prêtes à travailler et qui elles-mêmes, d'ailleurs, parfois, ont eu des parcours de vie qui font qu'elles ont su développer aussi des capacités d'adaptation. Peut-être elles regardent les choses. On n'a pas toujours été handicapé, vous l'avez dit. Mais oui, on peut regarder les choses avec un regard différent. Et ça, c'est intéressant aussi dans un collectif de travail. Mais au-delà de ça, tout ce qu'on fait, en général, sur le champ du handicap, c'est facteur de performance globalement pour l'entreprise. Merci à vous. Pauline Roche, vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je suis ravie de porter cette cause et de faire en sorte que les entreprises qui utilisent Le Bon Coin communiquent davantage dans la description de l'offre sur l'emploi. C'est important de le préciser parce que quand on va, il y a aussi des offres d'emploi et c'est important de les rendre accessibles, ces offres d'emploi, au plus grand nombre et aux personnes en situation de handicap. Le livre blanc sur le site du Bon Coin et puis diffusé à l'ensemble de vos partenaires, ça veut dire à des milliers de personnes, pour ne pas dire à des millions de personnes. Merci Hugues Defoy, directeur de pôle métier de l'AGFIP. Merci d'avoir été très pédagogique sur les accords agréés. C'était important. Merci à vous, Pauline Roche, directrice commerciale et marketing chez Le Bon Coin, qu'on ne présente plus. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de formation sur les métiers en tension. On en parle. C'est tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, formation, notamment sur les métiers en tension. Alors c'est un sujet très vaste, les métiers en tension, parce que les métiers de service, mais aussi des ingénieurs de la tech, et on en parle avec un spécialiste, Bernard de Sagazan. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur d'Eureka Éducation. Juste un mot sur vous, parce qu'on a aujourd'hui dans cette émission pas mal d'entrepreneurs très audacieux, et vous en faites partie. Vous avez fait HEC. Voilà. Bon, un parcours, je dirais, voilà, une très belle école. Et puis ensuite, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en achetant une première école. Et là, vous vous êtes dit, tiens, je vais me faire une petite formation en esthétique. Exactement, oui. Donc effectivement, l'aventure a commencé en 2013 par la reprise d'une école d'esthétique qui était basée à Lyon, qui s'appelait l'école Sylvia Terrade de Lyon. Et effectivement, à partir du moment où on commence à s'intéresser au secteur, autant faire la formation qu'on me proposait le plus, qui est le CAP d'esthétique. Le CAP d'esthétique, c'est une formation qu'on est obligé d'avoir pour pratiquer, pour faire quelques métiers que ce soit, esthéticienne, prothésiste ongulaire, etc. Donc du coup, oui, pour m'intéresser au métier, j'ai passé mon CAP esthétique, donc j'ai le double diplôme HEC CAP d'esthétique. Donc ça, déjà, ça commence, voilà. C'est quand même intéressant comme profil. Oui, non, mais, oui. Et ensuite, vous vous dites quand même, moi, mon focus, c'est-à-dire qu'il y a des métiers en tension. Il y a des métiers. Et nous devons, nous, les écoles, nos écoles, parce qu'aujourd'hui, vous avez 100 campus partout en France, c'est une très belle entreprise, on doit répondre à ces besoins. Ouais. Pourquoi cet objectif des métiers en tension ? Alors, je vais vous faire très rapidement l'histoire de Eureka Éducation pour que vous ayez une bonne idée. Donc du coup, effectivement, on commence avec cette école d'esthétique. On ouvre la coiffure parce que la coiffure, en fait, aujourd'hui, il manque encore 20 000 coiffeurs en France. C'est un secteur qui est très en tension, très compliqué de recruter. Ensuite, on s'est dit, voilà, l'esthétique et la coiffure, là, on commence à avoir une couverture nationale puisqu'on a ouvert des campus un peu partout en France. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est en tension ? Et là, à ce moment-là, c'est donc l'école Eurydice qui a rejoint le groupe Eureka. Donc Eurydice, ça forme des ingénieurs en haute technologie. Autre secteur, autre domaine. Complètement différent, mais en fait pas si différent que ça. Voilà, parce qu'on est dans la formation et on est dans des métiers qui sont en tension. Ensuite, on a une autre école qui a rejoint le groupe qui s'appelle Subtertiaire. Là, on forme au métier de l'immobilier, donc agent immobilier, gestionnaire de syndic, gestionnaire de copro. C'est pareil, il y a des besoins de recrutement énormes. C'est vrai. Là, il y a une autre école qui a rejoint le groupe qui s'appelle l'ESCT, qui est une école qui est spécialisée dans les travaux publics. Donc là, c'est pareil, donc très compliqué. Mais à chaque fois, vous faites une formation, là, ou pas ? Non. Alors, à chaque fois, on a des formations... Non, mais vous la faites pas. C'est pour non, moi, j'ai arrêté de toutes les faire. Là, vous n'êtes pas lancé dans la pelleteuse, là. D'accord. Non, mais l'agent immobilier, je l'ai fait aussi, mais je me suis arrêté là. Oui, parce que sinon, vous allez finir par faire 27 métiers, en fait. Exactement. Donc, en fait, vous ouvrez sur tous ces secteurs. Mais... Donc, sur tous ces secteurs, on a une partie digitale, on a une partie data, on a... Voilà. Donc, c'est de la formation en ligne, asynchrone, synchrone ? C'est de la formation en présentiel. Aujourd'hui, on a 100 campus. Donc sur la partie Sylvia Terrade, qui est la partie esthétique coiffure, on a une 60aine de campus. Sur Eurydice, on a une 12aine de campus. Sur Subtertiaire, l'immobilier, on a 5 campus. Sur l'ESI, qui est une école de développement durable, on a 5 campus également. Sur l'IA School également. Doranco, là, on forme des informaticiens, des développeurs Ops, mais aussi des techniciens réseau. Donc là, on a 3 campus en France. Donc nous, notre but, c'est de continuer à s'étendre en France et à répondre en fait aux besoins de tissu local de PME en formation dans les territoires. Bernard, 2013, la création, là, on a quand même un focus sur l'alternance et les demandeurs d'emploi, parce que là aussi, j'imagine que vous faites aussi évoluer vos propositions sur l'alternance. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Eureka Éducation, c'est qu'au moment où il y a eu la réforme de 2018 qui a changé énormément de choses sur l'apprentissage, en facilitant l'accès aux organismes de formation comme nous à faire de l'apprentissage et à l'ouverture du CPF, nous, en fait, on avait déjà ce positionnement d'être sur les métiers en tension et de faire de l'alternance. On faisait des contrats de professionnalisation à l'époque. Donc, à partir du moment où il y a eu cet appel d'air sur l'apprentissage, nous, en fait, on était positionnés au bon endroit, au bon moment. Donc aujourd'hui, l'apprentissage, c'est presque une martingale, c'est une solution incroyable parce que le jeune, non seulement il ne paye pas sa formation, mais en plus il est payé. Donc il est payé 25% du SMIC si vous avez 15 ans que vous faites un CAP. Mais, et plutôt bien formé, dit-on. Hein. C'est-à-dire quand, là, il est bien formé parce qu'à la sortie, si vous avez fait un apprentissage, vous avez nécessairement plus de chances statistiquement de trouver un emploi. Et 50% du temps, vous finissez en fait chez l'employeur qui vous a recruté en apprentissage. Pourquoi ? Parce que pour l'employeur, aujourd'hui, c'est très compliqué de recruter. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un apprenti. Si avec l'apprenti, ça se passe bien, évidemment, il va le recruter. Oui, voilà. qui est en fait une mise en chauffe, formation, et ensuite il l'intègre. Exactement. Je pense que historiquement, il y a un fossé un peu entre le moment où je fais ma formation à 100% et j'ai un CDI à 100%. Pour beaucoup de jeunes, c'était très compliqué de faire ce saut-là. Pour l'employeur, c'est compliqué parce qu'il prend des risques au moment où il embauche un CDI. Le jeune, c'est compliqué parce qu'en fait, il change complètement d'univers. Clairement. Alors que, en fait, l'apprentissage, ça a permis en fait Quelques chiffres quand même, c'est important pour resituer les enjeux de Eureka Formation. C'est 10 000 apprentis. 10 000 apprentis. Alors aujourd'hui, on a 25 000 apprenants.
On en aura 32 000 à la prochaine rentrée. Dans les 25 000, on va prendre les 25 000, effectivement, il y a 10 000 apprenants. 10 000 apprentis. Voilà, 10 000 apprentis, donc c'est un volume énorme. On a ensuite, le reste se divise à 50-50 entre les initiaux. Donc, c'est des gens qui autofinancent en formation et qui le financent via le CPF. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez accès à mon compte formation. Donc, qui sont des formations quand même courtes, puisque le CPF... C'est des formations longues. Non, c'est des formations longues. Nous, on propose quasiment que des formations. Alors, avec le capital du CPF, ça tient parce qu'en général, le CPF... Vous financez une partie avec votre CPF. Et le reste, en autofinancement. Vous pouvez avoir du co-abondement pour l'emploi et vous pouvez être abondé aussi par votre entreprise qui peut financer votre formation. Et demandeurs d'emploi, ça c'est intéressant. Et demandeurs d'emploi. Donc là, c'est surtout sur tous les métiers, on va dire plutôt DevOps, technicien réseau, où là, on forme beaucoup de demandeurs d'emploi, mais aussi en esthétique et en coiffure. Ça veut dire que là, c'est pas du CPF, c'est de la formation qui est prise en charge par Pôle emploi. Et qui s'appuie sur votre réseau Eureka Formation. Exactement. Pour leur donner une formation. C'est quoi la durée de ces formations là, que vous évoquez sur ces métiers sous tension? C'est toujours au moins, on va dire que c'est 12 mois en moyenne. D'accord. Et donc certifiant diplômant. Certifiant diplômant. Parce que l'esthéticienne, c'est un CAP. Exactement. Alors nous, aujourd'hui, on propose... Ou esthéticien. On propose une centaine de titres. Il y en a 34 qui nous appartiennent à nous-mêmes, donc qui sont déposés au RNCP. C'est que le RNCP, c'est ce qui permet de... C'est le vivier des brevets, quoi. Voilà, c'est le vivier des brevets, et ça veut dire que votre formation, en fait, elle a été revue chez France Compétences et qu'ils ont dit, OK, cette formation, elle répond à un besoin de l'emploi. Parce que ce qu'ils regardent, ils regardent la qualité pédagogique du titre, mais aussi l'employabilité à la sortie. C'est ça. Donc c'est un gage de qualité d'avoir ces titres RNCP. En plus de ça, évidemment, on fait les titres de l'éducation nationale pour lesquels on est habilité, les titres du ministère du Travail aussi. Oui, parce que d'un côté, il y a les certifications et de l'autre, il y a les CAP classiques qu'on connaît. L'avenir de votre boîte, parce que vous êtes jeune, vous développez d'une manière assez incroyable votre groupe. Combien de salariés là dans Eureka Formation? Il y a un peu plus de 2500 collaborateurs aujourd'hui. Formateurs compris? Formateurs compris, oui. Alors c'est formateurs salariés, parce qu'il y a aussi beaucoup de formateurs qui sont... en prestation. Qui sont des professionnels en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc 2500 comprenant les formateurs prestataires qui viennent accompagner et qui donnent des cours dans vos écoles. C'est quoi l'avenir? Comment vous voyez votre avenir et l'avenir de votre groupe, de votre entreprise? Moi, mon avenir, je le vois dans ce groupe-là, évidemment. Et donc, le but, c'est de continuer à répondre à cette espèce de fossé qu'il y a entre l'offre, la tension aujourd'hui qu'on a sur le marché du travail. Et aujourd'hui, il y a encore 15% de jeunes qui sont au chômage. On est passé de 25 à 15% grâce à l'apprentissage. Il en reste quand même 15%. Il y a plus d'1 million de NEET, donc des jeunes qui sont ni en formation ni en emploi. Vous y réfléchissez à les toucher? Nous, c'est notre prochaine phase, c'est de pouvoir avoir les outils pour les toucher. On le fait déjà pour les formations qui ont des prérequis qui sont les plus bas, donc c'est-à-dire sur les formations initiales de base. Et là, de remise à niveau, quoi. On est en contact avec généralement les pôles emploi et les missions locales en région pour pouvoir justement accompagner, identifier ces jeunes et puis les ramener vers la formation. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est une première étape là que vous offrez à ces jeunes. Pris en charge par les missions locales et Pôle emploi. Voilà, exactement. Et ensuite par l'apprentissage et ensuite... Après, le but, c'est de continuer à trouver des verticales qui sont en tension, puisqu'il y a plein d'autres branches qui sont en tension. Avant, je parlais de verticales en tension. Aujourd'hui, on a l'impression que quasiment tous les secteurs c'est de l'horizontale en tension. L'aide à la personne, on ne l'a pas évoqué, on a parlé de l'esthétique. L'aide à la personne, on y réfléchit. Parce que c'est un secteur en tension. Alors, on fonctionne pas mal. Aujourd'hui, on a toute une partie, toute la partie, on va dire, Civiata avec une branche santé. Et on a quelques formations qui s'approchent du service à la personne. Mais aujourd'hui, on n'a pas une branche qui est complètement structurée autour de ça. Mais c'est évidemment une des pistes qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Juste d'un mot, la difficulté de l'aide à la personne, c'est que ça ne nécessite pas forcément une formation diplômante ou certifiante. Exactement. C'est ça la question qui est posée. Oui. Donc c'est plus un débat sur le niveau des salaires et de la qualité du travail. Oui. Et donc là, ça vous échappe. De toute façon, l'attractivité de l'emploi est liée au salaire. Donc aujourd'hui, les tensions qu'on peut voir sur l'aide à la personne, mais c'est la même chose en coiffure, c'est un problème de évidemment. Salaire. Et sur l'hôtellerie-restauration. La branche a beaucoup évolué. Mais les salaires restent a priori trop bas pour être attractifs. Merci de nous avoir rendu visite, Bernard de Sagazan, fondateur d'Eureka Éducation, qui est un groupe d'écoles, on l'aura compris, très large, dont le spectre très large, mais dont le focus est répondre aux métiers en tension. Et aux métiers d'avenir. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily qui m'accompagne. Je serai là demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.